Qu'est-ce qui pousse les athlètes à tout risquer pour un goût de victoire? Des légendes du tennis aux héros olympiques, certains ont osé s'aventurer dans ce monde obscur où l'ambition se heurte au scandale, laissant leur réputation en miettes. La révélation choquante de Maria Sharapova, la chute de Marion Jones de la gloire olympique, et la controverse déroutante du marathon de Bretiesi révèlent des réalités surprenantes sur les extrêmes recherchés au nom du succès. Restez avec nous alors que nous déchiffrons les histoires des athlètes pris la main dans le sac et les conséquences explosives qui ont redéfini leurs héritages. Quels secrets se cachent sous la surface? Restez avec nous pour découvrir la vérité. En mars de l'année 2016, la superstar du tennis Maria Sharapova a fait une confession stupéfiante. Elle avait été testée positive pour une substance récemment ajoutée à la liste des interdictions de l'Agence mondiale antidopage le 1er janvier de la même année. Sharapova a expliqué qu'elle l'utilisait depuis 10 ans pour des problèmes de santé, insistant sur le fait qu'elle n'était pas au courant de la nouvelle interdiction et que son utilisation était à des fins médicales légitimes. Mais s'agissait-il d'une erreur honnête ou cela indique-t-il des problèmes plus profonds de surveillance dans le sport professionnel? Après son test positif lors de l'Open d'Australie, la Fédération internationale de tennis a d'abord infligé à Sharapova une suspension temporaire. En juin, la punition est passée à une interdiction de 2 ans. Cependant, après que Sharapova a fait appel auprès du tribunal arbitral du sport, l'interdiction a été réduite à 15 mois. Le tribunal a reconnu que Sharapova aurait dû être au courant des nouvelles réglementations, mais n'a trouvé aucune preuve qu'elle avait l'intention de tirer un avantage déloyal. Malgré cela, les conséquences du scandale ont été significatives. Sharapova a perdu des contrats de sponsoring majeurs et des partenariats, qui étaient des piliers de sa marque mondiale. Déterminée à rebâtir, elle est revenue au tennis compétitif en avril de l'année 2017. Mais Sharapova ne s'est pas arrêtée là, elle s'est diversifiée dans le monde des affaires, lançant sa société de bonbons, Sugarpova, qui est rapidement devenue un grand succès. Pourtant, l'épreuve de Sharapova soulève une question profonde. La pression immense sur les athlètes pour maintenir leur image et leur héritage les pousse-t-elle à prendre des décisions précaires? Passons maintenant à une autre figure célébrée dont la carrière s'est effondrée sous la pression d'un autre type de controverse. Marion Jones, autrefois célébrée comme l'une des plus grandes stars de l'athlétisme à la fin des années 90 et au début des années 2000, est devenue le point focal de l'un des scandales les plus choquants de l'histoire du sport. En octobre de l'année 2007, Jones a publiquement admis avoir utilisé des drogues améliorant la performance durant sa carrière. Elle a avoué avoir pris une substance fournie par la célèbre entreprise Balco, croyant qu'elle n'améliorait pas ses performances. Pendant des années, Jones avait vigoureusement nié les allégations, mais elle a finalement admis la vérité dans le cadre d'un accord de plaidoyer lié à des accusations de mensonges aux enquêteurs fédéraux. Cette confession a conduit à la perte de ses 5 médailles des Jeux olympiques de Sydney de l'année 2000, 3 en or et 2 en bronze. Le Comité olympique international a effacé ses réalisations des livres de records, liant à jamais son nom à l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire olympique. Mais les conséquences ne se sont pas arrêtées là. Jones a également fait face à des conséquences juridiques, y compris des accusations de parjure et d'entrave à la justice. En l'année 2008, elle a été condamnée à 6 mois de prison fédérale. Le scandale a dépassé sa carrière, impliquant d'autres athlètes et figures associées à Balco, comme le sprinter Tim Montgomery, approfondissant encore la controverse. Alors que la chute de Marion Jones a secoué le monde de l'athlétisme, tous les scandales d'athlètes ne sont pas aussi largement médiatisés. Parfois, la vérité n'émerge qu'après des tentatives suspectes d'un athlète de briser des records. Avant de continuer, laissez-moi vous demander une petite faveur. Si vous appréciez ce contenu, appuyez sur la cloche de notification et cliquez sur le bouton s'abonner. Cela peut sembler petit, mais cela compte énormément pour nous et nous aide à créer des histoires encore meilleures pour vous. Ça marche? Merci pour votre soutien. Maintenant, replongeons dans le sujet. Johnny Manziel, un ancien quarterback de la NFL, a souvent fait la une des journaux pour des scandales personnels. Mais au début de l'année 2019, son ex-femme Bretiesi a attiré l'attention pour une autre raison. Elle a couru le semi-marathon Run Like a Diva, terminant en 1 heure et 58 minutes, malgré le fait qu'elle ait déclaré ne pas s'être entraînée.
Étant donné que la coureuse non élite moyenne termine en environ 2 heures et 24 minutes, son temps semblait extraordinaire jusqu'à ce que des détails suspects émergent. Tizi a atteint le point de 6,4 miles en 1 heure et 31 minutes, mais a terminé la course de 13,1 miles en seulement 27 minutes de plus. Ce rythme signifierait courir les 6,7 dernières miles à 4 minutes par mile, presque égalant le record du monde féminin de 4 minutes et 12 secondes, et ce, de manière répétée après avoir déjà couru plusieurs miles. Lorsque des questions ont été soulevées, Tizi s'est défendue sur Instagram, publiant une photo au marqueur de 11 miles. Mais des enquêteurs en ligne ont spéculé qu'elle n'avait complété que le premier tour du parcours à 2 tours et avait pris des photos à divers marqueurs. Certains pensaient que cela pouvait être une erreur innocente, peut-être un mauvais tournant. Cependant, ces publications désormais supprimées, remplies de vantardises gonfiamas confiantes et sans excuses, ont amené beaucoup à croire le contraire. Que pensez-vous ? Bretiesi a-t-elle réalisé un exploit incroyable, ou s'agissait-il d'une tentative de tricherie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Dans le golf, beaucoup penseraient trop d'abord à Tiger Woods lorsque le sujet de la controverse est abordé, mais Patrick Reed pourrait sans doute détenir le titre de tricheur le plus infâme du sport. Reed, qui a remporté le Masters de l'année 2018, a fait face à son premier grand scandale lors du Hero World Challenge de l'année 2019. Les golfeurs savent que frapper depuis un bunker est difficile en raison des angles difficiles. Au lieu de respecter les règles, Reed a été filmé en train de balayer le sable de sa balle à chaque coup d'essai, rendant son tir plus facile. Ce geste était illégal, car les golfeurs ne sont même pas autorisés à poser leur club dans le sable pendant l'entraînement, encore moins à modifier le bunker. Le résultat, Reed a reçu une pénalité de 2 coups et, pour aggraver les choses, sa balle a roulé hors du green. La controverse ne s'est pas arrêtée là. Lors de l'US Open de l'année 2020, Reed a été vu en train de tasser les herbes autour de sa balle pour améliorer sa position. Cette action était une autre violation, car poser le club de cette manière est strictement interdit. Malgré ses tentatives d'obtenir un avantage, Reed a terminé le tournoi à 7 coups au-dessus du par, loin de la compétition, et a fait face à une avalanche de critiques en ligne, les fans le qualifiant de tricheur en série. On pourrait penser qu'une telle surveillance pourrait inciter à un changement, n'est-ce pas ? Pourtant, en mars de l'année 2021, lors de l'Arnold Palmer Invitational, Reed a de nouveau été pris, cette fois en déplaçant de l'herbe derrière sa balle sur le 17e trou. Bien qu'il n'ait pas été pénalisé, les fans ont rapidement inondé les médias sociaux d'indignation, remettant en question son intégrité. Maintenant, tournons notre attention vers une autre figure publique dont le mensonge a créé une tempête médiatique, laissant une marque durable sur sa carrière. En 2012, Manti Te'o était une étoile montante du football universitaire, finissant comme finaliste du Heisman Trophy. Mais ce qui a capturé l'attention du public n'était pas seulement son talent athlétique, mais l'histoire tragique de sa supposée petite amie, l'aînée Kekwa. Théo a prétendu qu'ils s'étaient pas rencontrés en ligne, et bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés en personne, leur relation semblait sérieuse. Selon Théo, elle a lutté contre la leucémie et est décédée en septembre de l'année 2012, juste quelques heures après la mort de sa grand-mère. Sa réponse émotionnelle à cette tragédie, largement couverte par les médias, a contribué à renforcer son image publique. Cependant, en 2013, Deadspin a révélé une vérité choquante. L'aîné Kekwa n'a jamais existé. La personne derrière cette fausse identité était Ronaya Tuiasosopo, un ami de la famille de Théo, qui avait créé ce personnage fictif en utilisant de fausses photos et histoires. Tuiasosopo a même utilisé une technologie de modification de voix pour imiter Kekwa lors des appels téléphoniques avec Théo. Théo a d'abord prétendu être la victime d'une farce cruelle, insistant sur le fait qu'il n'avait aucune idée que la relation était fausse. Mais à mesure que les enquêtes se poursuivaient, des questions se posaient sur son implication. Certains ont spéculé qu'il pouvait être au courant de la tromperie, mais qu'il l'avait cachée pour protéger son image. Dans une interview de 2013 avec Katie Couric, Théo a admis avoir exagéré des détails sur la relation, même s'il n'avait jamais rencontré Kekwa en personne. Les conséquences ont été significatives. Alors que certains voyaient Théo comme une victime, d'autres remettaient en question sa crédibilité.
Sa réputation a été ternie et malgré son choix au deuxième tour du repêchage de la NFL de 2013, sa carrière dans le football professionnel ne s'est jamais pleinement rétablie. Les Jeux olympiques de Séoul en 1988 ont offert l'un des moments les plus électrisants de l'histoire du sport. Le sprinter canadien Ben Johnson a franchi la ligne d'arrivée de la finale du 100 mètres en un temps record de 9 secondes 79, battant son rival américain, Carl Lewis, et remportant la médaille d'or. Cependant, quelques jours plus tard, ce moment de triomphe s'est effondré dans l'un des scandales les plus infâmes de l'athlétisme. Johnson a été testé positif pour une substance interdite, entraînant sa disqualification immédiate, la perte de sa médaille d'or et l'annulation de son record du monde. Comment un athlète aussi célébré a-t-il pu tomber si rapidement en disgrâce ? Johnson a maintenu son innocence, affirmant qu'il avait été saboté par des rivaux ou d'autres personnes au sein du sport. Pourtant, le scepticisme a grandi, car l'utilisation de substances interdites était déjà un problème majeur dans l'athlétisme à cette époque. Les conséquences ont été énormes. La carrière autrefois brillante de Johnson était en ruine. Bien qu'il soit revenu à la compétition après avoir purgé une suspension, il a de nouveau été testé positif pour des substances interdites en 1993, ce qui a entraîné une interdiction à vie. Ces allégations de complot, y compris des accusations selon lesquelles sa boisson avait été altérée, n'ont pas réussi à influencer l'opinion publique ou les responsables sportifs. Que pensez-vous qui a poussé Ben Johnson à risquer tout pour ce moment fugace de gloire ? Était-ce la pression immense ou y avait-il quelque chose de plus profond en jeu ? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Le pentathlon moderne est l'un des événements les plus éprouvants des Jeux olympiques, testant les athlètes à travers 5 disciplines: natation, tir, course, équitation et escrime. Pour décrocher l'or, les concurrents doivent maîtriser tous ces défis. Mais aux Jeux olympiques de Montréal, en 1976, le champion mondial soviétique Boris Onischenko a pris un raccourci qui ternirait à jamais sa réputation. Pendant l'épreuve d'escrime, Onischenko a affronté le Britannique Adrian Parker dans un match d'épée à touche unique. Les épées utilisées lors de l'événement étaient équipées de capteurs électroniques qui enregistraient en une touche si la pointe appliquait plus de 750 grammes de force. Onischenko s'est élancé vers Parker mais a raté. Étrangement, le tableau d'affichage a enregistré une touche. Parker, perplexe et alarmé, a protesté, insistant sur le fait qu'il n'avait pas été touché. Au début, les juges ont rejeté ses préoccupations, supposant qu'il était simplement frustré, et ont permis au match de continuer. Mais le soupçon a grandi pendant le match d'Onischenko contre l'ancien sergent de l'armée Jim Fox. Encore une fois, l'épée d'Onischenko semblait marquer des touches sans jamais entrer en contact. Fox, furieux, a exigé une enquête approfondie. Lorsque les juges ont examiné l'arme, ils ont été stupéfaits. Onischenko avait secrètement modifié son épée en installant un petit interrupteur qui, lorsqu'il était pressé, complétait le circuit et enregistrait faussement une touche, sans que l'épée ne touche son adversaire. Onischenko a été immédiatement disqualifié et ses actions ont contraint l'Union soviétique à se retirer de l'épreuve par équipe. Le scandale a envoyé des ondes de choc à travers le monde du sport. La tromperie d'Onischenko a non seulement détruit sa carrière, mais a également coûté à son pays bien plus qu'une médaille potentielle. Lors du Grand Prix d'Espagne de l'année 2008, le pilote de Renault, Nelson Piquet Jr., a percuté la barrière au virage 17 lors du 14e tour. Il est y sorti indemne, mais l'accident a déclenché le déploiement d'une voiture de sécurité, ralentissant la course et donnant de manière inattendue à son coéquipier, Fernando Alonso, un avantage crucial. Ce rebondissement a aidé Alonso à remporter la victoire pour Renault. S'agissait-il de pure chance ou y avait-il plus à l'histoire ? Un an plus tard, en 2009, tout s'est effondré. Après une saison sans points, Piquet Jr. a été écarté de l'équipe. En colère et cherchant à se venger, son père a révélé un secret choquant. L'accident n'était pas un accident. Le directeur général de Renault, Flavio Briatore, et le directeur de l'ingénierie, Pat Simmons, auraient prétendument ordonné à Nelson de provoquer l'accident à ce moment précis. Leur objectif ? Assurer la victoire d'Alonso en manipulant la course. Piquet Jr. a affirmé qu'il avait été menacé de perdre sa place dans l'équipe s'il refusait de se conformer.
Pour maximiser le retard, ils avaient même prévu l'accident à un endroit où aucune grue ne pouvait rapidement dégager la voiture. La révélation a envoyé des ondes de choc à travers le sport. Renault a admis avoir orchestré l'accident et la Fédération internationale de l'automobile a interdit Briatore et Simmons. Cependant, en 2010, un tribunal français a annulé l'interdiction, permettant aux deux hommes de revenir en Formule 1 d'ici l'année 2013. Ensuite, plongeons dans la longue histoire de controverse d'Alex Rodriguez, qui pourrait bien être la saga la plus infâme de toutes. Alex Rodriguez, connu sous le nom d'A-Rod, était autrefois l'une des étoiles les plus brillantes du baseball, célébré pour son immense talent et ses réalisations remarquables. Cependant, sa carrière a été éclipsée par non pas un, mais deux grands scandales de tricherie qui ont jeté une ombre sur son héritage. En 2009, Rodriguez a choqué les fans lorsqu'il a admis avoir utilisé des drogues, améliorant la performance pendant son temps avec les Rangers du Texas de l'année 2001 à l'année 2003. Cette confession est venue après un rapport de Sports Illustrated révélant qu'il avait été testé positif pour une substance interdite en 2003. Pendant des années, Rodriguez avait nié tout lien avec les PED, mais son admission a brisé la perception d'une carrière propre. Le scandale le plus dommageable est survenu en 2013, lorsque Rodriguez a été impliqué dans l'enquête sur la clinique Biogenesis. La clinique était célèbre pour avoir fourni des substances interdites à plusieurs joueurs de la Ligue majeure de baseball. L'enquête de la MLB a révélé plus qu'une simple implication occasionnelle. Elle a exposé un effort calculé pour contourner les politiques antidopage de la Ligue. En conséquence, Rodriguez a reçu une suspension historique de 211 matchs, la plus longue de l'histoire de la MLB pour utilisation de PED à l'époque. Bien que la suspension ait été réduite à 162 matchs par la suite, les dommages à sa réputation étaient irréversibles. Rodriguez a contesté l'interdiction devant les tribunaux, mais a finalement dû l'accepter. Dans une déclaration publique, il a admis avoir utilisé des substances interdites après l'année 2003, solidifiant l'impact durable du scandale. Bien qu'il soit revenu au baseball en 2015, l'héritage de Rodriguez a été définitivement terni. Autrefois considéré comme un Hall of Famer garanti, ses chances d'induction sont désormais très incertaines. Floyd Landis, autrefois une étoile montante du cyclisme américain, est devenu le point focal de l'un des scandales les plus infâmes de l'histoire du sport après sa victoire remarquable lors du Tour de France de l'année 2006. Landis avait été salué comme un héros, réalisant un incroyable retour après avoir perdu un avantage significatif. Mais quelques jours après son triomphe, tout s'est effondré. Il a été testé positif pour une substance interdite, entraînant sa disqualification et la perte de son titre. Au départ, Landis a vigoureusement nié tout acte répréhensible, insistant sur le fait que le test positif était dû à des facteurs naturels. Cependant, sa défiance n'a pas duré. Après des mois de bataille juridique, l'agence antidopage des États-Unis a infligé à Landis une suspension de 2 ans. Malgré ses efforts répétés pour laver son nom, le scandale a plané au-dessus de lui comme un nuage sombre. Puis, en 2010, Landis a choqué le monde avec une confession publique. Il a admis avoir utilisé des substances interdites et d'autres drogues améliorant la performance tout au long de sa carrière, y compris pendant le Tour de France de l'année 2006. Sa confession a non seulement confirmé sa culpabilité, mais a également impliqué plusieurs autres cyclistes de haut niveau, y compris Lance Armstrong. Les conséquences pour Landis ont été significatives. Il a fait face à un procès pour diffamation de la part de Lance Armstrong, qui a nié avec véhémence les allégations. De plus, Landis a été condamné à rembourser 1,5 million de dollars en paiement de bonus, ternissant davantage son image. Pourtant, sa confession a été déterminante dans l'enquête qui a finalement conduit à la chute d'Armstrong et révélé l'ampleur du dopage dans le cyclisme professionnel. Que pensez-vous qui a poussé Floyd Landis à admettre ses actes après des années de déni ? Était-ce la culpabilité, la vengeance ou quelque chose d'autre ? Partagez vos pensées dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires fascinantes. Shane Warne, célébré comme l'un des plus grands lanceurs de spin de l'histoire du cricket, s'est retrouvé embroilé dans un scandale choquant en 2003 qui a secoué le monde du sport. Au sommet de sa carrière et déjà une légende du cricket, Warne a été testé positif pour des diurétiques.
Bien que les diurétiques ne soient même pas améliorants pour la performance, ils sont interdits par le Conseil international de cricket car ils peuvent aider à la perte de poids ou masquer l'utilisation d'autres drogues. Warne a expliqué que le test positif était dû à une prise involontaire du médicament après que sa mère l'ait recommandé pour un problème de santé. Il a affirmé qu'il s'agissait d'une erreur innocente et a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas d'intention de tricher. Cependant, malgré son explication, le scandale a terni la réputation de Warne, surtout qu'il était l'un des joueurs les plus emblématiques du cricket à l'époque. Le Conseil international de cricket a imposé une suspension de 12 mois, forçant Warne à manquer la Coupe du monde de cricket de l'année 2003. C'était un revers significatif non seulement pour sa carrière, mais aussi pour l'équipe australienne, qui a ressenti son absence. Bien que certains aient cru son récit, d'autres ont remis en question si l'incident était une véritable erreur ou une tentative de dissimuler l'utilisation d'autres substances interdites. Les Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang de l'année 2018 ont livré d'innombrables moments inoubliables. Lors des essais du sprint de 500 mètres masculin, l'athlète nord-coréen de 16 ans Jong Kwang-bom a foulé la glace, acclamé par une foule de supporters enthousiastes. Avec l'avantage de la piste intérieure, il semblait que Jong avait un départ prometteur. Cependant, la course a rapidement pris une tournure dramatique. Jong a trébuché et est tombé durement sur la glace, mais pas avant d'effectuer un mouvement discutable. En essayant de retrouver son équilibre, il a tendu la main et a saisi le patin de son rival japonais, Ryosuke Sakazume, semblant tenter de le faire tomber aussi. Bien qu'un tel acte ait pu passer inaperçu dans le chaos, les caméras ont capté l'incident dans son intégralité, et cela a été diffusé dans le monde entier. Malgré ce sabotage apparent, la course a été redémarrée, donnant à Young une seconde chance. Mais le drame a escaladé. Lors de la course redémarrée, Jong semblait intentionnellement heurter Sakazume à nouveau, avant de perdre le contrôle et de s'écraser contre le mur extérieur. Cette fois, les juges sont intervenus de manière décisive. Alors que Young n'a pas réussi à se qualifier pour la manche suivante, c'est son comportement antisportif qui a conduit à sa disqualification pure et simple de la compétition. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes si heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.